Je suis de plus en plus angoissé par le départ, un départ dont je ne peux pas fixer la date, qui ne me permet pas de projeter sur le lieu où nous allons aller un certain avenir dont j'ai toujours besoin. Je cherche à m'échapper en regardant dans un nombre de directions qui, à force de m'échapper, vont me perdre. Je reste la nuit, quasiment entière, les yeux ouverts, ne pouvant pas regarder le plafond, plongé dans le noir. C'est peut-être les périodes comme celle-là qui sont propices à laisser se réagiter et se réanimer ce à quoi on attache de moins en moins d'importance. Mais je me posais une question une nuit. Faut-il se cacher pour revoir son enfance? Si c'est pour revoir son enfance en tant que passé et en tant que souvenir, c'est même pas se cacher, c'est ne pas faire revenir, remonter. Mais si c'est pour voir comment on a devant une ou des situations, comment on a réagi, peut-être peut-on s'en servir pour faire de façon moins délicate le chemin qui est effectivement scabreux dans lequel on se trouve enfoncé. En entendant le matin de bonne heure le premier oiseau siffler, j'entendis mon père lui-même siffler le matin de très bonne heure, quand le dimanche matin il nettoyait sa bicyclette. C'était un homme très désordonné, mais qui avait besoin d'1 ou 2 heures par semaine où l'ordre le plus parfait devait régner autour de lui et qu'il devait même construire. Et dans cet ordre-là, la part la plus grande était laissée à sa bicyclette, que chaque dimanche matin, particulièrement quand il y avait de belles journées, il démontait, huilait, nettoyait d'abord, rehuilait, graissait les parties fragiles, remontait, et avait plaisir en tournant les pédales, ayant retourné le vélo dans l'autre sens, posé sur le guidon et sur la selle, à tourner et à donner à la roue arrière une vitesse que dans la réalité il ne pouvait pas réaliser, parce que je ne voyais pour ainsi dire plus son bras tourner, ni la pédale et la roue encore moins. Et elle se mettait alors à chanter, à siffler. Et mon père posait légèrement sa main dessus et faisait crisser, chanter à nouveau, et à sa façon, par ses doigts ayant un peu de corne sans doute, et la rapidité avec laquelle la roue tournait, faire sortir un petit sifflement que j'aimais beaucoup. Ordinairement, quand il avait fini de huiler, graisser, de faire ce premier essai de roue lancée à folle allure, il retournait la bicyclette, la reposait sur ses roues, s'asseyait, sortait son papier, son tabac, roulait une grosse cigarette, me la faisait avec la langue collée, humectée, la plaquait dans sa bouche, retirait les 2 petits
morceaux de tabac qui pendaient à chaque extrémité, me tendait son briquet et me disait « Allume-la ». J'allumais le briquet, je lui approchais la flamme de la cigarette, il tirait 2 ou 3 coups, avait toujours un peu de plaisir à m'envoyer une petite bouffée dans le visage. Et là, allègrement, j'ai gardé de ces moments très courts la sensation d'une allégresse, ce que je n'ai pas eu très souvent avec ma mère. Il commençait à siffler un air de musette, un air d'accordéon. Il le sifflait de façon extrêmement rapide, comme la roue de la bicyclette tout à l'heure. Et les rayons parfaitement nettoyés, les moyeux devenus brillants, le chrome, peut-être était-ce chromé, des pédaliers, des pédales, le noir des cale-pieds, le beau brillant du guidon qu'il avait entourné ici et là de Chatterton de couleur, la selle toute noire, tout me semblait du cristal. Et mon père sifflait et resifflait à l'infini, perles de cristal, en tirant de temps en temps sur sa cigarette, en enroulant une autre et en me l'attendant pour que je repasse encore ma langue. Et cette heure passée avec lui le dimanche matin avait pour moi une odeur et un goût de ces crèmes que l'on n'a jamais goûtées et que l'on voit derrière les vitrines chez les grands pâtissiers, qui ne vous font peut-être pas tellement envie, mais que, à regarder, vous avez l'impression qu'elles comblent en vous un appétit toujours présent, jamais rassasié, et qu'il ne faut pas rassasier. Alors faut-il se cacher pour revoir son enfance? Les grandes nuits, qui nécessairement dans la journée m'entraînaient à être somnolent et m'empêchaient toute attention à porter ou à pouvoir l'apporter à mon dessein, je laissais aller. Je revoyais non pas les gros traits traçant et dessinant la vie dans le village à la cour. Je faisais rapidement le survol de ceux que j'avais vus mourir à la cour, ceux que j'avais un peu connus ou très bien connus. Récemment, il y avait eu 2 autres morts. Le village de 75, quand nous étions arrivés, devait se trouver maintenant autour de 40. Et ce qui manquait, c'était les morts. Ce n'étaient pas des jeunes partis, il n'y avait pas de jeunes. Le patron du bistrot, Georges Vucher, venait de mourir. Paul Billon venait de mourir. Le vieux mutilé était en train de mourir. Il aurait peut-être été bon que je monte le voir. Il était à Hauteville, dans un des hôpitaux d'Hauteville. Mais j'avais su, à travers Marius, qui le tenait du fromager, que, lui ayant rendu visite, le mutilé lui avait dit « C'est dur de mourir. J'ai souffert dans ma vie, et puis il y était allé de son petit refrain, comment j'ai perdu ma jambe à la guerre de 14, c'était le temps, j'ai mis mon ceinturon, ça pissait, j'ai traîné avec mes dents, etc. » Tout le monde connaissait l'histoire de la jambe du mutilé, à laquelle on s'y était tous fait, puisqu'il marchait encore. Mais là, il s'en servait d'une façon tout à fait nouvelle, à laquelle sans doute jamais il n'avait pensé. Quand il parlait de sa jambe, il parlait avec d'immenses douleurs morales et physiques, de la possibilité qu'il avait de basculer dans la mort à ce moment-là, car personne, tout le monde le disait mort, car personne ne l'avait cherché, et que lui, voyant que sa jambe était à côté de lui, il avait, avec son ceinturon, porté le garrot.
Et ça lui avait tenu lieu toute sa vie d'initiation et d'emmerdeur. Mais il n'avait jamais pensé que, ayant souffert comme il avait souffert, il fallait qu'il connaisse encore plus de souffrance, plus de déchéance, plus de détresse pour mourir. Et quand Marius m'a dit « Ah, le vieux, là, il est en train d'en baver pour passer de l'autre côté », je ne pense pas que Marius avait eu un quelconque plaisir à savoir que le vieux souffrait, mais il ne le plaignait pas, en fait. C'était pas de ses copains. Ça m'avait retiré tout désir d'aller lui rendre une courte visite, mais une visite tout de même. Je n'avais pas envie d'entendre cet homme que pendant 15 ans j'avais croisé, que Cécile avait croisé, faisant acte de résistance, de courage, de toute façon. Même si dans sa vie, il avait eu à commettre des actes extrêmement laids, je n'avais pas envie d'entendre le mutilé me dire ce qu'il avait dit au fromager. L'autre, c'était récemment une femme morte, un peu rattachée en parenté à Maclay, plus ou moins natif de Belay, pas de Lacou. Angèle. Femme inoffensive, pas méchante, qui ne pouvait pas s'empêcher, en faisant quelques crêpes ou quelques bugnes, d'en offrir à celui qui passait, qui avait élevé tous les enfants de sa fille, qui continuait à traire matin et soir jusqu'au bout, qui, quand elle ne put plus porter sa tête sur ses épaules tellement elle était lourde d'une sorte de grosseur qui lui était venue sous une oreille, mais qui avait pris les proportions d'une seconde tête, quand elle ne put plus aller traire, préparer les petits déjeuners, faire les soupes, pendant que sa grosse fille tricotait, elle a demandé à ce qu'on la conduise à l'hôpital. Et puis là, sans histoire, tenant, paraît-il, les paupières fermées tout le jour et toute la nuit, ne dormant pas, peut-être ne souffrant pas, mais s'amenuisant lentement, elle est passée de l'autre côté. Il y eut une des dernières tentatives de ma part, sortir, aller visiter des maisons et revenir. Mais la nôtre était en vente. Il n'y avait pas de visiteurs. Nous approchions de l'été et pas de maison, ni vendue, ni achetée. Quand une amie, étant passée dans un village et s'étant arrêtée pour voir ce qui était au tableau d'un notaire, comme proposition de vente d'immeubles, de propriétés, ayant découvert une maison avec 2 hectares et demi, je crois, de terre autour, dans un petit lieu-dit. La fiche disait à 1 kilomètre d'un hameau important et à 5 kilomètres du village où trouvait tout commerçant. Elle alla la visiter avec le notaire et nous téléphona. J'ai visité tout à fait par hasard, dans l'après-midi, une maison. C'est une ancienne ferme, enfin c'est une ferme encore maintenant, mais les propriétaires, l'homme est mort, la femme est partie chez ses enfants. Ça me semble très isolé, mais
peut-être que vous pourriez l'avoir. Le prix n'est pas aussi élevé que tout ce que vous avez trouvé jusqu'à maintenant. Et comme il y a des travaux, peut-être que ça s'équilibrerait avec une vente de votre maison de la cour. En tout cas, voilà. L'adresse est celle-là et le notaire est celui-là. Quelques jours après, nous décidions d'y aller tous les deux, Cécile et moi. Nous laissions Stéphane à la garde d'une tante et nous prenions la route. Jamais nous n'avions pensé, comme région, à celle du Berry. Et jamais nous n'y aurions pensé. Peut-être, en venant vers la Touraine 2 mois avant, aurions-nous pu trouver quelque chose. Le paysage nous plaisait, les maisons étaient belles, mais malheureusement extrêmement élevées par rapport à ce que nous pouvions espérer mettre en ayant vendu la cour. Je découvrais le Berry sur une carte. Je localisais la commune de Crevant, sur laquelle se trouvait le lieu-dit Le Cousin, près des Bergères. Je voyais que 2 petites villes, une sous-préfecture qui s'appelait La Châtre et une autre, Aigurande-sur-Bouzanne, se trouvaient à peu près à équidistance du lieu, Le Cousin, que la voie ferrée passait à Châteauroux, qu'il y avait 50 kilomètres environ pour rejoindre la gare, qu'il y avait des autocars jusque La Châtre, Châteauroux-La Châtre, qu'il y avait des médecins un peu partout, que, d'après ce que disait l'Atlas, nous avions 300 et quelques mètres d'altitude, qu'il y avait quelques sapins ici et là sur des hauteurs, que c'était une région qu'on disait le bocage, que tous les prés étaient fermés par des haies, que la principale activité des cultivateurs était l'élevage des veaux, de quelques cochons et de beaucoup de moutons, que c'était une population uniquement rurale. Enfin, tout ça nous décida. Nous avons donc pris la route, et en évitant toutes les montagnes pour que Cécile n'ait pas à monter et à descendre, nous sommes arrivés par la Châtre. Que Cécile, sachant que c'était à quinzaine de kilomètres de Crevant, que Cécile apprécia immédiatement. On a découvert la place du marché, on a vu toutes les vieilles maisons, on a fait un petit tour, on a même mangé, là, vers 2 heures de l'après-midi, dans un bistrot qui existe toujours, près du palais de justice. En partant, j'ai repéré sur une plaque, et Cécile a eu le temps de la lire alors que moi, conduisant, je n'ai pas pu le faire. Ici vécut Jean de Bochère de telle année à telle année. Et la dernière année donnée, je crois 1957, était l'année de la mort de ce poète Jean de Bochère. Tu connais? Non, je ne connais pas. Nous sommes arrivés à Crevant. À Crevant, avec le plan que nous avait fait cette personne, nous avons retrouvé les bergères. Et des bergères, nous avons fini par arriver au lieu-dit du Cousin. Et au Cousin, ça n'était pas compliqué. Il n'y avait pas de plaque disant que la maison était en vente, mais la description qui avait été bien faite, et les volets clos, l'herbe haute qui n'avait pas été fauchée, montraient que c'était là, c'était celle-là. Nous étions presque au mois de juillet. On coupait le foin dans les champs. On battait même le blé. On avait croisé des troupeaux de vaches et de veaux et de bœufs. Les paysans étaient différents des paysans de la Coue et des environs, mais tous avaient des grosses galoches ou des sabots. Tous avaient ici une tenue différente, c'était la tenue noire. Ils ne semblaient pas s'habiller avec des bleus, comme ils semblaient s'habiller là-haut au Cousin, à la Coue. Et
On ne gardait pas les vaches dans les champs. Tout était clos par ces fameuses bouchures qui sont ces haies, clôturant toutes les pièces prés, mais aussi prairies, terrains cultivés, etc. Beaucoup d'arbres. On repérait tout de suite beaucoup de châtaigniers, beaucoup de chênes, quelques peupliers dans les creux, ce qui indiquait qu'il y avait de l'eau qui coulait par là. Le téléphone qui semblait aller jusqu'aux bergères. Nous avons poussé la barrière et nous sommes rentrés. Il y avait une allée. Ça m'a semblé un peu grand. Vu de l'extérieur, nous ne pouvions pas rentrer. Il fallait que nous allions chez le notaire et que, ensemble, nous puissions visiter. Mais ça m'a semblé un peu grand. Il y avait une immense cour avec encore beaucoup de bois qui pourrissait ici et là autour du puits, une petite maison qui était à l'écart, très abîmée, on voyait. Alors dans celle-là, on a pu rentrer. Une seule pièce avec une cheminée, une seule pièce, pas de confort du tout. C'était une pièce dans laquelle on entreposait je ne sais trop quoi. Là, apparemment, il y avait vraiment que de la saleté, peut-être des fagots, peut-être. Il y avait une petite masure, enfin, qui avait été quoi, je ne sais pas. Peut-être était-ce là qu'on mettait des cochons. Il y avait la porte d'entrée de la maison, avec une fenêtre sur sa droite, pas de volet, ce qui fait qu'en glissant un œil près de la vitre, on voyait une pièce assez grande, qui était la cuisine. C'était la cuisine, la salle commune, enfin, la seule pièce. En faisant le tour du bâtiment, on trouvait à la même hauteur, mais à l'arrière, deux autres fenêtres, et là aussi, en regardant, on trouvait deux toutes petites pièces qui étaient peut-être les chambres. Au restant, l'immensité du bâtiment, qui était 4 fois, 5 fois même, aussi grand que cette partie d'habitation, le reste du bâtiment était réservé, ou avait été réservé, aux écuries ici, les étables là, l'endroit où on mettait les moutons peut-être, une sorte de cellier, un grand fenil quelque part au-dessus, le grenier qui courait pour pouvoir mettre foin et paille, et une grande entrée que Cécile désigna tout de suite comme étant l'entrée, le faîtage d'une grange berrichonne. C'était beau, c'était pas en très mauvais état, mais il y avait beaucoup de choses à faire, et surtout tout avait été, au fur et à mesure des années, par le propriétaire ou les anciens propriétaires, avait été agrandi, morceau par morceau, mais le toit unissait l'ensemble. Mais tout était différent, quoi qu'en pierre, recouvert ici avec du crépi gris, là avec du crépi beige et plutôt fait de sable et de terre que de ciment. Plus loin, aucun crépi mais des pierres apparentes. Encore plus loin, pas de mur, seulement une poutre soutenant un morceau de toit. Mais c'était un grand bâtiment comme un grand navire qui semblait regarder un sud-est ou un sud-sud-est. Et donc à l'arrière, un nord-nord-ouest. Elle était bien orientée. Ce qui semblait être les prés allant avec la maison et couvrir à peu près 2,5 hectares, c'était vaste. Ça allait au bord de la route, ça repartait devant la maison jusqu'au bord d'une autre route, semblait-il, et puis sur le troisième côté, il y avait tout en bas ce qui semblait délimiter la parcelle, une immense haie avec des chênes qui se dressaient. Et à l'arrière, au nord, c'était un petit peu plus court. Il y avait toute une haie qui, à un moment donné, s'arrêtait parce qu'un jardin d'un voisin semblait avoir été un peu taillé et incrusté sur la terre en question. Mais il n'y avait pas de voisin à moins de 50 mètres, qui était celui au nord.
Il y avait ensuite un voisin tout à fait devant, mais très loin, au moins à 100 mètres, et encore un autre plus loin, lui aussi 100 mètres facilement. C'était, oui, il y avait donc 4 bâtiments, plus celui-là, 5 bâtiments qui formaient le lieu dit, le Cousin. Si c'est ça, et c'est certainement ça, c'est pas mal. Cécile était emballée très très vite. Moi, je n'étais pas du tout en retard, mais je voulais voir l'intérieur, je me demandais comment c'était. Le prix, nous le connaissions. Non pas la petitesse du prix, mais enfin le prix ne pouvait qu'indiquer qu'il n'y avait que 2 pièces et qu'il allait falloir construire mon atelier, son atelier, une vraie chambre, une pièce d'eau qu'il allait falloir construire là-dedans. Et que peut-être on finirait par atteindre un chiffre qu'il restait à calculer. Alors, nous sommes rentrés même dans le jardin. Cécile a dit, si c'est ça le jardin, c'est magnifique. Je pourrais faire enfin un jardin. Un vrai jardin, protégé par des haies. C'était beau. C'était beau. C'était isolé, malgré la présence de ce nombre de maisons. Et je découvrais en sortant que l'une des maisons pas très loin de nous n'était pas habitée. C'était une maison, les portes et les fenêtres étaient ouvertes, ça n'était ouvert que pour que l'air assèche, en l'absence de tout occupant, les pièces. Peut-être y mettait-on encore des bêtes dedans, je ne sais pas. Il y avait donc en véritable activité, au premier coup d'œil, 3 fermes. 2 devant, une à l'arrière, celle qui avait le petit jardin. Il en manquait une que nous ne pouvions pas voir et que sans doute nous aurions à découvrir l'emplacement en rentrant un peu dans les terres et dans un tout petit bosquet. Nous sommes arrivés donc chez le notaire, nous avons dit que nous étions déjà passés là-haut et que nous maintenions notre visite. Est-ce qu'il était toujours d'accord pour nous y accompagner? Alors là, nous avons visité la maison une première fois, de fond en comble. Il y avait effectivement 2 pièces seulement. Enfin, les 2 petites qui étaient à l'arrière n'en faisaient qu'une. C'était une pièce au départ et il nous avait expliqué que cette pièce avait été coupée en 2. D'un côté, un petit réduit avait été laissé aux enfants et de l'autre côté, l'autre portion, qui était aussi un réduit, était réservée aux parents. Et que la grande pièce dans laquelle on se trouvait, eh bien, avec une grande cheminée, c'était la cuisine, salle commune. Voilà ce qu'il y avait, c'est tout. Il n'y avait pas de couloir, il n'y avait pas de chiottes, il n'y avait rien. Mais vous allez visiter les dépendances, alors passant par l'extérieur, il y avait un escalier en pierre qui montait. Là, c'était un petit appentis pour commencer, puis encore 2 ou 3 marches. On arrivait au-dessus de la salle commune et des 2 petits réduits qui allaient du sud au nord et qui était le grenier à grains, là où les gens avaient pendant des années, et même c'était l'origine même du bâtiment qui était là. C'est autour de lui que ça s'était construit ensuite. Il y avait même encore des restes de grains dans ce grenier-là, avec une petite ouverture regardant vers le nord, vers le petit jardin des voisins plus loin, et une ouverture assez haute pour pouvoir passer avec un palan les sacs de grains à monter et à descendre de la cour au premier étage. Nous sommes descendus, la pièce était vaste. C'était en tout cas, des 3 pièces existantes, la pièce la plus vaste. Nous sommes allés dans la grange, entrés en passant par le dessous comment l'appeler, de la grange Berrichonne, du petit portique de la grange Berrichonne. Et là se trouvaient encore les chars, les faucheuses, etc.
De chaque côté, il y avait deux toutes petites pièces, l'une étant réservée presque aux poules et l'autre, sans doute, aux chevaux qu'il y avait eu dans cette ferme, puisqu'il y avait encore une très grande mangeoire. Et tout ça était en terre battue. Les murs étaient un peu abîmés. Il y avait une autre pièce, sans porte, sans rien, qui était le cellier, qui donnait sur la cour. Et à l'arrière, un réduit, faisant toujours partie du bâtiment lui-même, dans les murs du bâtiment, qui était une pièce sans doute réservée, je crois, à la saumure, qui tenait lieu un peu de cave, car il n'y avait pas de cave sous le bâtiment. Le puits était toujours en activité, et restaient les écuries et étables. C'était très vaste. On est monté au premier étage, sur un autre grenier, là où s'était entassé le foin, la paille, immense. Vraiment une charpente d'église. Le notaire nous avait fait valoir que la charpente était en châtaignier, et que le châtaignier ne prêtait pas aux araignées les possibilités de s'installer. Et regardez, disait-il, il n'y a absolument rien. Ni araignées, ni bestioles, ni fourmis. Vous êtes tranquille avec ça autant que ça a été mis, c'est-à-dire ça a au moins 100 ans. Et pendant au moins 100 ans, il n'y aura aucune raison de toucher à la charpente. Le toit est à peu près valable, il faudra le revoir. Reste encore tout à fait au bout le hangar, faisant toujours partie du bâtiment, mais qui n'avait ni porte ni rien, sous lequel on avait entassé du bois à brûler. Et disait le notaire qu'il pourrait vous servir de garage. Maintenant, quant aux terres qui sont là, eh bien voilà, ici et là, 4 grandes parcelles qui formaient en tout 2,5 hectares. Ou pas tout à fait 2,5 hectares. Elles sont louées à un cultivateur, mais en arrivant à l'échéance du bail, il n'a aucune possibilité pour vous exiger une relocation et vous devenez donc les utilisateurs complets des terres, et à vous ensuite de décider ce que vous voulez en faire ou pas. L'ensemble est intéressant. Moi, je ne sais pas si c'est ce que vous recherchiez, mais je ne crois pas garder cette maison très longtemps. Bon, nous sommes revenus à l'étude, nous avons regardé comment est-ce que l'on pourrait faire tout ça. Et nous sommes ressortis en disant, eh bien, nous vous demandons de la retenir jusqu'à demain. Nous allons aller, non pas la revisiter en tant que maison, mais visiter comme ça. Nous promener tout seul là-dedans et voir. Et si oui, nous signons un compromis. Nous étions à Bonnat, et nous avons passé la nuit à Bonnat. Le lendemain matin, à la première heure, nous sommes partis. Nous avons retrouvé cette maison. Nous avons rentré la voiture dans la cour, fermé la barrière derrière, et regardé, fouillé. Il était possible de monter au premier étage, possible de rentrer à partir des écuries et des étables dans les greniers. Les seules pièces que nous ne pouvions pas visiter, c'était la salle commune cuisine et le petit réduit, quoi, les 2 pièces qu'il y avait. Mais ça, nous les avions bien en tête. Ça nous a semblé la maison qu'il fallait. Cécile m'a dit qu'elle se sentait déjà bien, que l'air d'ici n'était pas aussi vif, aussi aigu, aussi coupant que l'air de là-haut. Je ne le sentais pas parce que je n'avais pas cette fragilité, mais je sentais qu'effectivement, il y avait une sorte de douceur, non pas à vivre, mais une douceur à respirer. Et que le changement, s'il devait se faire, il était là. Et Cécile m'a dit, on se décide, on le fait. Oui, on se décide, on le fait. Elle m'a dit, mais maintenant, il faut qu'on vende cette maison. Justement, je crois que si nous avons trouvé celle-là, c'est que nous vendons l'autre. Il suffit de savoir combien de temps va nous demander le notaire pour réaliser les papiers. Et à ce moment-là, il faudra trouver ce qu'il demande. Et nous savions ce qu'il demandait. Il demandait 100 000 francs. Il est évident que pour une surface et des bâtiments pareils dans la région de Lacou, un peu mieux exposés qu'à Lacou, parce que Lacou n'était pas le village recherché,
cette maison-là aurait fait 3 fois, 4 fois dans l'état où elle était, qui n'était pas un état très avancé dans le délabrement, mais qui demandait beaucoup de travaux. Elle aurait fait 3 ou 4 fois ça, compte tenu des 2 hectares et demi qu'il y avait. On devait découvrir par la suite que la terre ne valait pas grand-chose et que les 2 hectares et demi, ce n'était au fond qu'une tranquillité pour le propriétaire en question, mais que sinon, ça ne l'emmènerait pas très loin. Le notaire nous a dit que dans 1 mois, nous pourrions signer les pièces et qu'il fallait d'ores et déjà faire un premier versement de 10 000 francs, ce qui a été fait tout de suite. Et à partir de ce moment-là, il a fallu que je mesure, que je m'adresse à un géomètre que le notaire nous avait donné et qu'il fasse un relevé complet et que nous puissions mettre en place, grosso modo, ce que nous voulions, ce dont nous avions besoin, créer des pièces ici et là, etc. Tout ça avait effectivement redonné de l'air à tout le monde. Et quand nous sommes revenus au village, il était lisible et visible sur nos visages que nous avions une sacrée nouvelle à annoncer le jour où la maison de la Coue serait vendue. Mais la maison de la Coue ne s'est pas vendue. 1 mois après, nous sommes retournés au cousin. Nous avons acquis la maison grâce à une vente de dessins inattendue, mais avec une entourloupe derrière, à laquelle je me suis fort bien plié. J'avais vendu pour la totalité de l'achat de la maison de dessins brusquement à quelqu'un qui, à petit prix, m'avait quand même dépanné. Il restait donc pour les travaux maintenant à vendre la maison et à venir ensuite. Il n'y eut pour la Coue qu'un visiteur pendant le mois de septembre. J'avais fait un rapide voyage au Cousin pour voir où en étaient les travaux. Tout avançait et nous avions décidé, Cécile et moi, que coûte que coûte, maison de la Coue vendue ou pas, nous ne passerions pas un autre hiver dans les montagnes. Car le mois de septembre déjà réactivait chez elle tous les troubles. La maison se présentait très bien. J'étais seul à aller la voir. Les travaux étaient faits comme j'aurais aimé qu'ils le soient, donc je pouvais ne pas être là. Ces gens travaillaient très consciencieusement. Et au début du mois d'octobre, nous avons changé de notaire, et le notaire auquel nous nous sommes adressés a fait passer dans une petite feuille locale qui était très lue. Enfin, petite feuille, il y avait quand même 4 feuilles dedans. Une petite annonce concernant notre maison de la Coue, à vendre, etc., prix intéressant, à débattre, urgent. C'était dans le numéro du début du mois d'octobre. Le 10 octobre, il nous téléphonait et nous disait « J'ai quelqu'un qui est intéressé. Il est inutile qu'il passe par l'étude pour aller la visiter. De toute façon, il sera obligé de passer par l'étude. Il se propose, venant de Paris, de descendre à la gare de Tenay et demande à ce que, si vous êtes d'accord, vous veniez le chercher, que vous montiez ensemble au village, que vous lui fassiez voir un peu les environs, que vous lui situiez le village par rapport à Hauteville, et que vous lui fassiez faire le tour de la maison et des quelques bouts de terre qui l'accompagnent. »
je suis allé attendre cette personne, qui était un homme, qui m'a tout de suite dit qu'il était natif du département et qu'il cherchait une maison dans ce département, et particulièrement sur les hauteurs, que cette maison n'était pas à réserver tout de suite à un usage principal, mais qu'ayant de la famille dans les environs, sa maison serait ouverte à tous ses cousins et cousines, et qu'il espérait que la maison était dans l'état où le disait le notaire, et je lui ai confirmé en lui disant: de toute façon, nous y sommes dans une demi-heure. Nous partons, admettons, le 1er décembre. Le 2 décembre, vous venez avec vos meubles, votre lit, vous allumez la chaudière, vous avez l'eau, le chaud, l'électricité, le téléphone. Euh, si vous voulez repeindre les murs, vous les repeignez, mais sinon ils seront impeccables et tout est blanc. Nous sommes arrivés par le dessous de la coue. On a longé l'église. On est arrivé sur la place de l'école. J'ai descendu avec cet homme jusqu'à la maison. Et je lui dis: voilà, nous y sommes, c'est celle-là. J'avais peur que le toit de tôle, enfin qu'une partie du toit qui était en tôle, l'autre partie était recouverte en bardeaux depuis peu de temps, ne fasse reculer un visiteur. Mais au lieu de faire comme s'il n'y avait pas de toit de tôle, quand nous étions un peu en surplomb de la maison, je lui ai dit: voyez-vous, il y a la partie habitation recouverte en bardeaux, et l'autre partie, parce que ça me semblait un peu dommage de rentrer dans des frais très grands pour recouvrir un toit aussi immense en bardeaux, je l'ai mis en tôle. Et comme il n'y a pas ni de bêtes, ni de foin, ni de paille, qu'il n'y a aucune humidité, la tôle, vous le verrez, au-dessus, elle est très belle, et en dessous, elle est restée tout à fait neuve. Ça ne l'a pas arrêté. Il a visité la maison, revisité la maison, monté dans l'atelier, trouvé que l'atelier deviendrait la pièce de ses enfants, pièce de jeu, que notre chambre serait la sienne, que l'autre chambre serait celle de ses enfants, qu'une petite pièce serait ceci, cela. L'homme s'est mis à construire devant nous comme nous avions construit au cousin la maison que nous venions d'acheter. C'était donc fait pour moi. Je l'ai raccompagné à la gare, il reprenait le train pour Paris, et il me dit à ce moment-là: à la fin de la semaine, c'est ma femme avec les 2 enfants qui vont venir visiter la maison. Et si, comme moi je le crois, puisque la maison me fait très très bon effet, elle lui fait très bon effet, vous passerez chez le notaire, elle déposera tout de suite le chèque du compromis, elle signera le compromis, et mettons-nous d'accord, vous partez quand? Et je lui ai dit: nous partons au début décembre. 8 jours après, cette femme venait avec ses 2 enfants, même chemin par la petite côte. Découverte du village, arrivée, découverte de la maison. J'ai montré les mêmes défauts et les mêmes qualités, toutes les pièces, dit ce que son mari avait pensé ici et là. Elle avait un plan que lui avait fait qui était à peu près exact. Et quand tout a été terminé dans la visite, elle a dit: bah, écoutez, si vous n'avez pas changé d'avis, vous me conduisez chez le notaire, nous signons le compromis, je fais mon premier versement, et est-ce que nous sommes d'accord? Autour du 1er décembre, la maison est libre, c'est-à-dire que pour Noël, pour la fin de l'année, nous pouvons y venir. Ah, tout à fait, madame. C'est possible. Je regardais Cécile, qui ne pipait pas, faisait des signes de tête, tenait son chat dans ses bras. J'ai raccompagné cette personne avec ses enfants à la gare de Tenay. Nous nous sommes arrêtés, mais très peu de temps, chez le notaire. La pièce a été signée, le chèque a été donné. Tout était fait. Je suis remonté très lentement, comme pour m'imprégner. Nous étions autour du 10 octobre. Peut-être maintenant le 15. Le 10, c'était la visite de son mari. Dans moins de 2 mois, nous serions ailleurs. Mais dans moins de 2 mois, il y aurait de la neige. Je pouvais déjà être sûr de payer les travaux du cousin. C'était fait.
la vente de la maison épongeait tout. Je devais me mettre à la recherche d'un déménageur. Là, il est évident que je n'allais plus pouvoir dessiner, que j'allais enfin pouvoir aller chez Dupont, lui annoncer la nouvelle, aller chez Griot, le lui dire aussi, ne pas me gêner en rencontrant des gens, dire à Cécile, maintenant tu peux dire, nous allons quitter le village, et même dire, nous y avons été bien, ne retenons que ce qui a été bien. Et quand j'ai retrouvé Cécile, elle pleurait, mais elle pleurait dans cette douce et bonne chaleur que quelquefois on a quand on pleure de trop de... On peut dire de trop de joie. J'ai ouvert la porte, je lui ai dit, c'est moi, ça y est, on a réussi. Pour notre départ du Cousin, Stéphane aura un compagnon. Ça nous est arrivé comme ça, en allant à Aulville pour chercher l'habituelle viande du chat. Nous avons remarqué à plusieurs reprises la présence d'un chat de la même couleur que Stéphie, gris, apparemment un peu chartreux, mince, presque maigre, sortant des caves de la boucherie et filant vers un terrain de boules qu'il y avait à cet endroit-là. Alors une fois, deux fois, trois fois, j'ai demandé à Cécile, est-ce que tu as remarqué que chaque fois que nous allons chez le boucher, il y a un très beau chat, disons un Stéphie maigre, quoi, ou svelte. Et elle me dit qu'elle avait fait la même remarque. Et nous avons demandé à la bouchère ce chat.